Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 31 juillet 2018, voici la une du journal. Une ambition réaliste, l'émancipation progressive de la femme africaine, constatée en ce 31 juillet, journée consacrée à ces reines du continent. La cérémonie à Yaoundé est à suivre dès l'entame de ce journal. Ambition légitime pour la paix et la sécurité dans la région du Sud-Ouest. Les populations de la région marchaient ce mardi à Aboya en pleine annonce de la libération des 8 chefs traditionnels otages. Ambition en cours de réalisation, la densification du réseau routier national est en marche au Cameroun. Des axes bitumés aux autoroutes modernes. La rédaction ouvre le dossier. Deuxième numéro de Regard sur le Cameroun. C'est à suivre en page spéciale de ce journal. Voilà pour les titres. Tapis rouge pour la femme africaine ce 31 juillet à travers le continent. 56e journée consacrée à cette catégorie sociale exceptionnelle. Pour le Cameroun, Madame Marie-Thérèse Abena Ondoa, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, présidait les festivités de cette journée sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le reportage, Catherine Toulou-Elanga. Elles ont dit oui à l'unité et à la stabilité, et non à l'intolérance et la violence. Les femmes venues de plusieurs pays africains, visibles par ces drapeaux, ont communié ensemble ce mardi à l'hôtel de ville de Yaoundé. À l'occasion de la journée de la femme africaine, elles ont bien compris que sans l'union, aucun développement n'est possible. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, a d'ailleurs rappelé que la consolidation de la paix, de l'unité nationale, est un impératif catégorique pour optimiser les acquis en matière de développement. La femme africaine ne peut que condamner avec la dernière énergie la montée du terrorisme, parce que ce terrorisme crée un malaise au sein des familles qui sont disloquées. Il y a des membres de la famille qui sont tués. Et la femme se retrouve dans le désarroi avec les enfants, et lorsqu'il y a insécurité, c'est la femme qui souffre en premier avec les enfants. Dans la délégation du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, quelques membres du gouvernement qui ont pu vivre l'engagement des femmes africaines et camerounaises en particulier, à se lever comme un seul homme pour prendre leur destin en main. À travers le vivre ensemble. Au cours de cette 56e édition, le gouvernement camerounais qui invite par ailleurs ces femmes à œuvrer au quotidien pour la quête permanente de la paix et pour que le continent demeure une terre de solidarité et de fraternité. La femme africaine que le continent célèbre en cette 56e édition est engagée dans des mutations socio-culturelles profondes. Les époques ont changé et à travers combats et plaidoyers, c'est globalement une africaine décomplexée et libérée de ses inhibitions qui affronte courageusement les nombreux défis de ce 21e siècle. Voici le regard de Gisèle Ongene. Les mœurs, empreints de tabous, de peur, d'intimidation, voire d'interdits érigés par la tradition et certaines pratiques religieuses, le quotidien de la femme africaine a longtemps été marqué par une philosophie et un comportement d'inhibition voilé d'étouffement. La femme africaine qui est décomplexée, c'est celle qui a mis de côté tous les tabous. C'est celle qui a pris le meilleur de la culture et qui a amélioré cela. Il y a dans les années 60-70, les femmes n'avaient pas le droit de voter, les femmes ne pouvaient pas décider dans leur foyer, les femmes ne partaient pas à l'école, les femmes ne pouvaient même pas voyager sans la permission de leur mari. Au fil des batailles de luttes individuelles, collectives et institutionnelles, certaines barrières culturelles se sont estompées à travers l'histoire et aujourd'hui, la femme africaine ose et s'affirme. Moi, je suis une femme de l'extrême nord. Aujourd'hui, la femme de l'extrême nord est quelqu'un qui est moderne, ouverte, qui ne s'habille pas campagne, elle peut s'habiller en robe, elle met même le pantalon. La femme africaine est décomplexée dans la perspective où elle est capable de faire ses propres choix, de les assumer, de vivre ses propres rêves. Il est évident que la femme africaine d'aujourd'hui, elle a
elle a gagné beaucoup en assurance, effectivement. Elle a gagné en assurance. On peut le voir dans la présence des femmes dans des secteurs, des filières qui étaient des filières dites masculines. Les mamans africaines discutent ouvertement de sexualité avec leurs enfants, de plus en plus. Et même, parfois, ce sont même les enfants qui viennent, qui amènent les parents à échanger avec eux. Au-delà de toute considération, une femme libérée de tout complexe est un atout inestimable pour l'épanouissement de la communauté. Et on les a vus à l'œuvre dans la région du Sud-Ouest ce mardi, mobilisés aux côtés des hommes pour dire « Enough is enough », stop aux violences des terroristes et aux villes mortes. Les populations là-bas ont organisé une marche patriotique à Buea contre ces exactions, mais aussi pour dire leur soutien au président de la République à travers un mémorandum qui a été remis au gouverneur Bernard Okalia Bilaï. Bonne nouvelle pendant cette mobilisation, celle de la libération des 8 chefs traditionnels parmi les 9 dignitaires enlevés par les sécessionnistes. Le récit à Buea, Charles Lebon, Noesso. La marche patriotique de Buea aura été un instant hautement symbolique et significatif à plus d'un titre. Les populations sont venues d'une soixantaine de localités du Sud-Ouest pour dévoiler leur attachement aux actions républicaines et leur soutien indéfectible au président de la République avec un mémorandum qui lui a été adressé. On a dit au chef de l'État qu'on le soutient, qu'on soutient les institutions de l'État et qu'on va continuer à travailler avec lui pour amener la paix dans ces pays, pour promouvoir l'unité dans ces pays et le progrès aussi, parce que c'est le devoir de tout un Camerounais. La marche d'environ 5 km, encadrée par une ceinture sécuritaire de haut vol, aura aussi connu une forte tonalité à cause de la bonne nouvelle tombée au cours du trajet. Il s'agit de la libération des 8 chefs traditionnels autrefois kidnappés par les sécessionnistes. Le maire de Buea, Patrick Ekema Insungé, a engagé les populations sur un nouveau départ. Nous sommes très satisfaits. On avait donné 24 heures pour libérer les chefs. Ils ont été libérés. Toutes les boutiques qui ont été scellées par la mairie, à partir de ce moment où je vous parlais, tout le monde ouvre sa boutique. Et que nous commençons vers une nouvelle page. Le gouverneur Bernard Okalia Bilaï a reçu le pli destiné au chef de l'État avec des mots de réconfort et des conseils aux populations. Nous allons transmettre ce mémorandum à qui de droit, mais nous avons tenu à expliquer aux maires, aux populations, d'abord que l'État continue de veiller sur les populations, sur leur sécurité et sur très haute instruction du président de la République. Nous continuons à mener la sensibilisation à l'endroit de tous les leaders pour qu'il y ait entre eux, les leaders, d'abord un dialogue afin qu'ils puissent se réconcilier. Ici, les populations ont fait le serment de promouvoir la paix, le vivre ensemble harmonieux partout dans la ville de Buea et dans la région du Sud-Ouest. Convergence de vues et perspectives de coopération constatées ce mardi entre l'UNESCO et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Le directeur régional du bureau de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Salah Khaled, était reçu en audience par Pete Mafani Moussongue et ils ont évoqué l'ensemble de ces sujets. La synthèse des échanges avec Laurentine Bokono. Au siège de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ce mardi, la rencontre est chaleureuse entre Salah Khaled, directeur régional pour l'Afrique centrale du bureau de l'UNESCO, et Peter Mafani Moussongue. De leurs échanges transparaissent des préoccupations communes autour de la promotion de la paix. Des possibilités de partenariat avec la Commission qui viendraient pour soutenir le travail de l'UNESCO en éducation et dans tous les domaines, pour la promotion des valeurs du vivre ensemble, de la diversité culturelle et comment donner accès aux nouvelles générations à la richesse de la diversité culturelle du Cameroun. Comment leur donner les outils nécessaires à travers l'éducation, à travers les autres moyens. On
vous le savez, l'UNESCO a le programme de la culture de la paix et éducation pour la paix. Pour devenir artisan de la paix, il faut connaître son histoire. D'où nous venons, quel est notre héritage culturel? L'application du grand projet de l'UNESCO qui a commencé depuis les années 60 sur l'histoire générale de l'Afrique. Et tout ce que ceci représente pour que les nouvelles générations connaissent l'histoire de leur pays. Comme vous le savez, l'histoire générale de l'Afrique, c'est un projet que l'UNESCO a entretenu, qui a été écrite par les historiens et les écrivains africains. 23 ans d'expérience dans le système des Nations Unies, notamment au PNUD, à l'UNICEF et maintenant à l'UNESCO, Salah Khaled est depuis le 1er février 2018 directeur du bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale avec résidence à Yaoundé. Regard sur le Cameroun ce soir, focus sur la métamorphose du réseau routier national. Le Cameroun s'était fixé un objectif très ambitieux, porter son linéaire de route bitumée de 5200 km en l'année 2009 à 8500 en 2020. C'est seulement dans 2 ans et les résultats engrangés sur le terrain ces 6 dernières années laissent effectivement voir une densification du réseau routier national à travers le bitumage de plusieurs tronçons stratégiques. L'évaluation dressée ici par Rodrigue Bertrand-Tueno. Depuis 2012, le Cameroun est un gigantesque chantier. Sur le réseau routier national, le bitume chasse sans relâche la terre, les bourbiers et les nids de poules. Pour les routes déjà achevées, nous pouvons citer la section Berenga-Oundéré, l'entrée est de la ville de Douala, la section Fumban-Manki, Moutengene-Bachou-Akpakbe, Kumba-Fetok, Ndop-Kumbo. Pour les corridors reliant le Cameroun aux pays voisins, la section Djoum-Mintom, sur le corridor Yaoundé et Brazzaville, la section Bamenda-Manfé et Kok pour le corridor Bamenda et Nougou. Ce vent de bitumage souffle aussi sur les routes départementales, à l'instar de la route Zoétélé-Kolyop. S'agissant des routes en cours de construction, il serait fastidieux de les recenser toutes. Quelques-unes tout de même. Mora Dabanga Kousséré, Manki Pont de la Mapé, Fetor Bachou Akpakbe, Sanmelima Bikoula ou encore Bikoula Djoum. Très souvent, avant même l'achèvement des travaux, les bénéficiaires ont déjà le sourire jusqu'aux oreilles. Nous sommes très fiers, très contents même. Ça va nous apporter beaucoup de choses, beaucoup même. Nous sommes déjà en haut. Nous sommes déjà très fiers de tout ce que le gouvernement est en train de nous faire là. Le développement nous est déjà arrivé chez nous. Nous sommes très fiers pour ces routes-là. Pour aller en ville, tu vas empêter le taxi. Sans problème. Même si tu veux même aller sur Douala, ça c'est déjà un lac. Ouais, si on quitte Fumbo ici, là, tu mets ton sac, tu pars à Douala. Nos récoltes et tout se perdaient dans la route à cause du transport, surtout en saison des pluies. Mais maintenant que la route va passer, c'est une très très bonne chose. Je suis fier pour nos enfants. Nous savons nous aider pour aller au champ, porter le maïs, faire tout, cultiver le champ. Pour payer la voiture, ce n'est plus trop cher. Aux nouvelles routes se greffent les travaux de réhabilitation des anciennes. Illustration, Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, Yaoundé-Douala-Limbe ou encore la dangereuse falaise de Mbé sur la route Ngaoundéré-Garoua. Les pouvoirs publics sont déterminés à maintenir la cadence. En témoigne le budget sans cesse croissant du ministère des Travaux publics pour faciliter toujours le mouvement des hommes et des biens. Et il faut dire que ce réseau routier en pleine expansion est en passe de s'enrichir de quelques joyaux supplémentaires. 3 autoroutes qui devraient bientôt contribuer à densifier encore plus ce maillage. Des infrastructures ultramodernes qui vont fluidifier encore plus la circulation. Ce sont les autoroutes Yaoundé-Douala, Yaoundé-Simalen et Kribi-Lolabé. Des projets là aussi fort stratégiques, Oswald Modon.
Le projet porte les espoirs de milliers d'usagers qui chaque jour effectuent le voyage entre Yaoundé et Douala. 196 km d'une autoroute dans la phase 1, soit les 60 premiers kilomètres à construire, affiche un état d'avancement de 62%. L'ambitieux projet, au-delà du fait qu'il relie deux des plus importants pôles économiques du pays, va aussi renforcer les liaisons Douala-Bangui et Douala-N'Djamena. Preuve que l'amélioration du réseau routier national prend en compte les exigences d'une intégration sous-régionale. Les caractéristiques du projet en sont la preuve. 2 fois 2 voies, extensible à 2 fois 3 voies. Dans la périphérie de Yaoundé, un autre grand chantier a définitivement pris corps. Les 11 km 300 du projet de l'autoroute Yaoundé-Simalène affichent déjà fière allure dans sa partie rase campagne et redonne du sourire aux riverains. Pour aller vendre les choses au marché, on portait sur la tête, oui, et les brouettes, oui. Et maintenant, ça va nous faciliter la tâche, puisqu'on va seulement, peut-être qu'on peut stopper la voiture ici, là. Avec l'arrivée de l'autoroute dans une localité, c'est le développement qui arrive. L'ouvrage est composé de 2 fois 3 voies chacune, séparées par un terre-plein central, et sera entrecoupé par 3 échangeurs à Hala, Meyo et Simalène. La plateforme portuaire de Kribi nécessite aussi, pour son exploitation rationnelle, une voie d'accès à la hauteur de l'important projet qu'il est. L'autoroute Kribi-Lolabé-Edea devrait répondre à cette attente. La première section du projet Kribi-Lolabé, longue de 38 km 500, permet déjà de rêver. C'est vraiment à apprécier. Qu'est-ce que nous ressentons, nous, population du village? C'est vraiment une gloire. C'est nulle part ailleurs qu'on trouve. C'est un fait. Le Cameroun s'est déjà engagé sur les voies de la modernisation de son réseau routier. L'ambition étant, pour un début, relier entre elles l'autoroute. Les 4 principales villes économiques que sont Yaoundé, Douala, Kribi et Bafoussam. Sur Douala, la capitale économique, pour apprécier les avancées du deuxième pont sur le Vouri, une œuvre gigantesque dans ce vaste programme de construction des infrastructures routières. À Douala, l'ouvrage d'art se dresse majestueusement entre les 2 rives du Vouri et fait la fierté de la capitale économique. Et comme dit la chanson, sur le pont du Vouri, on y danse désormais et on y danse dans ce reportage de Joseph Itoté. Par-delà le fait que l'infrastructure relie les 2 rives du Vouri, entre Daïdo et Bonabéry, le deuxième pont sur le Vouri, 800 mètres de long, est ce qu'il est convenu d'appeler innovation architecturale. Constitué de 2 viaducs routiers à 4 voies et d'un viaduc ferroviaire, pour un total d'environ 40 mètres de large, le deuxième pont sur le Vouri n'est pas seulement beau, il permet aux piétons de le franchir en toute sécurité. Le pont est beau et c'est grand, c'est bien fait. Sinon, si ce n'est pas le pont, s'il n'existait pas, je ne sais pas comment que les gens pouvaient vivre à Douala ici. Donc pour moi, je vois que c'est un don qui est vraiment très bien pour moi. Je voulais marcher seulement pour bien regarder le bridge, le pont. C'est une bonne réalisation. Tout le monde. Le chef de l'État a tenu à sa parole. Lors de l'inauguration de la construction de ce pont, il a dit qu'on va réaliser un pont et on l'a fait. Et je crois qu'en comparaison à ce qu'il a dit et on a fait, ce qu'il est en train de dire, on le fera. Respect de la parole et surtout matérialisation d'un programme de modernisation de la capitale économique. Le deuxième pont sur le Vouri va à coup sûr façonner Douala. Douala, métropole économique régionale moderne, tournée vers l'avenir, avec des infrastructures à la hauteur de ses ambitions. Véritable Smart City où tout va vite. Au bas de ce dossier sur les routes, ce communiqué du ministre des Transports qui porte à la connaissance de l'opinion publique suite à l'accident de la circulation survenu le 18 juillet 2018 sur l'axe Yaoundé-Douala, la nationale numéro 3 donc, ayant impliqué un bus de transport public qui appartient à la compagnie de transport interurbain Garantie Express et pour lequel un bilan d'un mort et de plusieurs blessés a été établi. Le rapport d'enquête technique et administrative ouverte à cet effet conclut que le non-respect manifeste de la réglementation en vigueur est à l'origine de cet accident. Au regard de la gravité des faits, le ministre des Transports décide, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles et à titre conservatoire, des mesures ci-après. Premièrement, la suspension de la licence ordinaire de transport public de 2e catégorie accordée à la compagnie Garantie Express pour une durée
de 1 mois. La suspension du permis de conduire catégorie B, C et D, délivré le 19 avril 2017 à Bamenda, à M. Jean-Yu Dreyfus Tanto, conducteur du bus suvisé pour une durée de 12 mois. C'est un communiqué signé du ministre Ngale Bibé Jean-Ernest Massena. Du réseau routier au réseau Internet national, la grande enquête du 20h30 franchit le pas pour évaluer les avancées réalisées avec l'avènement de la fibre optique dans les 10 régions du Cameroun. Même si toutes les localités ne sont pas encore couvertes, les utilisateurs se réjouissent désormais d'une plus grande fluidité dans la transmission des données, et ce, grâce à cette fibre optique. Les retombées de cette révolution, c'est dans cette enquête que signe Lucas Modou Ndjemba. La fibre optique, c'est le must en matière de transmission de données. Le Cameroun, à travers l'opérateur de télécommunications publiques, compte aujourd'hui 12 000 km de fibre optique répartis dans 53 départements sur les 58 du pays. Le chantier entamé en 2010 profite déjà à divers opérateurs. Joseph Mok, de retour au Cameroun après des études d'ingénieur aux États-Unis, a ouvert une entreprise de fourniture d'accès qui emploie 400 personnes. Le jeune entrepreneur ne jure aujourd'hui que par la fibre optique. On pense à la partie Internet que nous offrons. Les téléchargements sont beaucoup plus rapides. Au niveau de la vidéo, les services à valeur ajoutée comme la vidéo à la demande, l'utilisation des applications, c'est beaucoup plus confortable. Le transport des chaînes d'un point A à un point B est beaucoup plus facile avec la fibre optique. S'il n'y avait pas la fibre optique, on ne pouvait pas le faire. On est déjà quand même à quelque chose qui approche les standards qu'on voit en Europe et aux États-Unis. Les opérateurs de téléphonie mobile ont également tout misé sur la fibre optique pour satisfaire leurs clients. À 90% de la transmission, c'est la fibre optique. Il y a une très grande fluidité dans la transmission des données. On peut faire la vidéoconférence, on peut faire le vidéo call, on peut faire Internet, aller à un débit assez considérable. Autre expérience à succès également grâce à la fibre optique, la triple play. On offre l'appel vidéo, on offre la télévision et toute variété de services à valeur ajoutée. La fibre optique fait aussi recette dans les banques et les établissements de microfinance. Elle nous permet d'améliorer non seulement en termes de gestion des fichiers, la qualité de la transmission, mais aussi elle nous permet de faire des opérations financières à l'international, telles que le transfert d'argent via les partenaires mondiaux. Quand le client fait un retrait dans son compte bancaire, il y a cette facile instantanéité des transactions. Et il faut dire que depuis 2016, l'opérateur public des télécommunications a engagé un vaste chantier de développement des services innovants à travers la phase 2 de l'opération National Broadband Network. Financée à hauteur de 200 milliards de francs CFA, la NBN permettra à notre pays d'avoir ses propres capacités Internet, de les exploiter localement, mais surtout de pouvoir les vendre. Ceci grâce à un câble sous-marin reliant le Cameroun au Brésil. Le linéaire Kribi-Fortaleza, long de 6 000 km, sera livré dans 3 semaines et notre pays pourra ainsi gagner plus facilement le pari de l'économie numérique. Dans la suite du journal, ces travaux de l'Union panafricaine des postes et de l'Union postale universelle ensemble pour concevoir un plan de rémunération en fonction de la distribution du courrier express. Les membres de ces deux institutions tiennent un atelier de 4 jours à Yaoundé cette semaine. Voici les enjeux de l'opération en cours avec Irène Ndjanafouda. La distribution du courrier express assurée par la Poste préoccupe les acteurs du secteur des postes qui se sont donné rendez-vous à Yaoundé. Ils sont venus dénier les priorités pour arrêter le plan de rémunération en fonction des résultats pour les pays arabes et africains ayant le français en partage. Encourager ces pays à adopter notre nouveau plan qui est une stratégie d'amélioration de la qualité de service et d'application d'une comptabilité adaptée aux exigences de qualité de service
de concurrence et de compétitivité. L'idée du concept de rémunération vient de l'Union panafricaine des postes et de l'Union postale universelle qui s'appuie sur les opérateurs désignés conformément aux normes de la distribution en vigueur. C'est une stratégie mise sur pied par la coopérative EMS et qui a pour avantage principal d'encourager les postes à fournir une qualité de service très élevée en fonction de laquelle le système de comptabilité, le système de rémunération que nous évoquons sera applicable. C'est le revers de la médaille qui va de pair avec la révolution numérique à l'heure où la Poste brandit la carte du changement. La suite de l'opération de distribution des ordinateurs, dont du président de la République Paul Biya aux étudiants du Cameroun. Après les universités d'État, c'est maintenant le tour des institutions privées d'enseignement supérieur. Le ministre Jacques Famdongo remettait ainsi 175 de ces ordinateurs PBHEV aux universités qui assurent la tutelle académique de ces institutions privées. Le reportage de Barbara Padjama. Exceptionnel que ce jour pour ces étudiants des instituts privés d'enseignement supérieur. Ils ont reçu des ordinateurs, dont du président de la République. Dans l'air, il y avait certes de l'émotion, mais surtout de la reconnaissance. Je suis très contente et heureuse que le président de la République ait aussi pensé à nous, car aujourd'hui, le monde est essentiellement technologique et de savoir qu'on a un outil qui nous permettra de nous arrimer vraiment au monde Android. Nous sommes très contents et nous sommes très fiers. Et grand merci encore à ce geste du président de la République. L'accès à un ordinateur pour beaucoup de COPS reste encore difficile. En devenant propriétaires de cette petite lucarne, ils savent que bien de choses vont s'améliorer dans leurs études. Et c'est une très bonne chose parce que en tant qu'étudiant ou alors pour les autres également, dont les parents peut-être n'ont pas les moyens de s'en procurer, ça facilite en fait la tâche de ces étudiants-là. Et aussi pour ceux qui ne savent pas manipuler un ordinateur, c'est déjà un bon pas parce qu'à partir de ces ordinateurs-là, nous pourrons déjà commencer à rédiger des documents. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, a annoncé que la distribution des ordinateurs, dont du président de la République, dans les instituts privés d'enseignement supérieur, va se poursuivre tout au long de cette semaine dans leurs différents campus universitaires. Dans la série des installations des secrétaires généraux des ministères et des institutions publiques, des personnalités nommées le 20 juillet dernier par le chef de l'État, c'était le tour ce mardi du secrétaire général du ministère des Sports et pour celui des services du contrôle supérieur de l'État. D'entrée en fonction donc. Deux cérémonies suivies pour la rédaction par Évariste Eyanga. Voici votre secrétaire. Jean-Bernard Mboutouzé, désormais aux commandes du secrétariat des services du contrôle supérieur de l'État. Le natif de Djoum, arrondissement de Meyomé Sala, il y a 50 ans, rend hommage au choix discrétionnaire du chef de l'État. Quand vous sentez que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a agi pour la promotion, que c'est lui qui a tenu la main du chef de l'État pour qu'il signe votre décret, vous lui êtes éternellement reconnaissant. Donc vraiment, je suis dans une très grande joie. Le nouveau secrétaire général a pris fonction par les soins de sa hiérarchie immédiate, Rose Mba-Acha, ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. À son collaborateur, le membre du gouvernement rappelle ses missions. Il travaille main à main avec le ministre et avec ses collaborateurs. Il doit travailler aussi comme un bon père. Ça veut dire que quand le ministre n'est pas là, le secrétaire général est là pour assurer la coordination. Jean-Bernard Mboutouzé n'est pas novice dans ce département ministériel. L'administrateur civil assumait jusqu'à sa nomination les fonctions d'inspecteur d'État. Zaché Robert Benga, lui, a déjà ses pieds sur les chantiers de la CAN 2019. C'est l'une des urgences prescrites au nouveau secrétaire général du ministère des Sports ce mardi. Le nanti de 4 masters, précédemment attaché puis chargé de mission à la présidence de la République, ne doute pas de la confiance du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui choisit ses collaborateurs, qui donne les collaborateurs au ministre. Si le chef de l'État a choisi, on espère pouvoir honorer la haute décision du chef de l'État et le haut choix qui est porté sur notre modeste personne.
À 48 ans, le nouveau secrétaire général remplace Oumar Outado, son prédécesseur resté en fonction pendant 2 ans et 8 mois. Voici les bons points de l'économie nationale notés par la mission de surveillance bilatérale de la CEMAC, une mission qui résumait son évaluation de l'économie camerounaise hier lundi ici à Yaoundé devant la presse. L'équipe relève la bonne application des directives de la CEMAC et constate la résilience du tissu économique national malgré l'insécurité et la baisse de la production pétrolière. Philippe Roger Sama fait la synthèse de cette communication. L'économie camerounaise a connu un ralentissement en 2017 avec un taux de croissance de 3,8% contre 4,1% en 2016. Ceci à cause de la lutte contre l'insécurité dans la partie septentrionale, des effets de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la baisse de la production pétrolière. Toutefois, constate la mission de surveillance multilatérale de la CEMAC, grâce à une vision macroéconomique basée sur la promotion du secteur non pétrolier, une inflation maîtrisée à 0,6% et le succès des grands projets structurants, l'économie camerounaise est restée la plus résiliente de la CEMAC en 2017. L'accroissement de l'offre énergétique suite à la mise en eau du barrage réservoir de Lompanga, ainsi que la poursuite des travaux dans le cadre de la réhabilitation et de la construction des infrastructures routières et aussi les travaux en prélude de la CAN 2019 ont permis de soutenir la croissance du secteur non pétrolier. Face à la presse, au terme de sa mission, l'équipe du programme des réformes économiques de la CEMAC, le bref CEMAC, a relevé plusieurs bons points de l'économie camerounaise. Sa conformité aux nouveaux critères de convergence CEMAC, la transposition dans la législation nationale des directives de la CEMAC portant code de transparence et de bonne gouvernance, la résorption du déficit de la balance courante, l'augmentation des avoirs extérieurs nets et le succès de la mise en œuvre du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Ce qui impacte de façon positive l'ensemble des économies de la sous-région. Ce mot de politique avec le communiqué du bureau politique de la NDP, c'est le parti dénommé Nouvelle Dynamique pour la Prospérité et c'était à l'issue d'une réunion de concertation qui s'est tenue le 27 juillet ici à Yaoundé et après mûre réflexion, le NDP déclare M. Paul Biya le candidat de la Nouvelle Dynamique pour la Prospérité et demande aux citoyens camerounais de se tenir comme un seul homme derrière lui lors de l'élection présidentielle du 7 octobre à venir. Un émissaire libyen au ministère des Relations extérieures ce mardi, le vice-ministre libyen des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, son Excellence Lofti Al-Moghrabi, s'est entretenu avec le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le monde islamique. Le menu de ces échanges, c'est dans ce compte rendu de Laurentine Bokono. Explorer les nouvelles pistes de coopération entre le Cameroun et la Libye, c'est l'une des missions d'une importante délégation libyenne ayant à sa tête le ministre libyen des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, son Excellence Lofti Al-Moghrabi. Lors de ces échanges avec Adoum Gargou, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, l'émissaire s'est dit également porteur d'un pli fermé destiné à son homologue camerounais. Je suis porteur d'un message de notre ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Siala, à son homologue, son Excellence M. le ministre des Relations extérieures, et dans le cadre de renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. J'ai une délégation qui m'accompagnait de la Banque extérieure libyenne qui viennent ici pour prospecter, pour voir dans quel domaine ils peuvent peut-être venir et investir et faire la coopération dans ce domaine. Interrogé sur la question des migrants, l'émissaire libyen dit qu'il s'agit d'un problème global qui nécessite également une réponse globale. Il y a une partie qui regarde l'Afrique elle-même, qui
qui doit encourager leurs jeunes gens de rester, de travailler, de faire développer leur pays au lieu de rester rêver d'aller en Europe. Il y a une crise en Libye, il y a des gens qui essayent de profiter de ça et de faire des mensonges, de rencontrer n'importe quoi. Entre le Cameroun et la Libye, la coopération déjà fructueuse est promise à un meilleur avenir. Lendemain des élections générales au Zimbabwe, ce mardi était consacré à l'évaluation de l'organisation de ce scrutin par les missions d'observation des élections. En attendant les données officielles de la commission de centralisation des résultats, ces observateurs saluent unanimement la mobilisation populaire et l'excellente conduite de ces opérations électorales. Nous retrouvons Séverin Alegambele, l'envoyé spécial de la CRTV à Harare. Deux constantes se dégagent du déroulement des élections générales de cette année au Zimbabwe. Du point de vue de l'organisation matérielle du scrutin, les observateurs occidentaux les plus critiques notent une participation populaire exemplaire, un engouement, prémisse des libertés retrouvées et d'une organisation institutionnelle nouvelle. Cette élection indique que le Zimbabwe s'est arrimé aux standards internationaux en matière de démocratie. De tout point de vue, c'était une élection libre et transparente en comparaison à ce qui se passe en Russie ou en Europe. La deuxième constante, c'est l'espoir que suscite les lendemains. Toutes nos excuses pour l'interruption de ce reportage de Séverin Alegambele sur les élections générales au Zimbabwe. Nous reviendrons certainement dans son entièreté sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Le temps de parler donc de la société Simencam qui reste déterminée à rester leader du secteur de la cimenterie au Cameroun. Emmanuel Rigaud, l'administrateur directeur général, le réitérait au cours de la cérémonie de revoir du directeur général partant, Pierre Damon. Lui, il passait le flambeau à Benoît Galichet. L'entreprise de cimenterie a, à cette occasion, contribué au plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest décidé par le chef de l'État, Paul Biya. À Douala, Mbala, à Tangana, Laure. Des fleurs et des honneurs au moment d'un départ. Après 5 années passées à la tête de la Simencam, Pierre Danon quitte la direction de la structure. Les employés saluent le travail de l'ancien manager et Benoît Galichet, le directeur général entrant, sage à poursuivre l'œuvre immense entamée par son prédécesseur pour relever le défi de la compétitivité en termes de qualité et d'amélioration des coûts. On a comme objectif de développer le nouveau Simencam. Ça veut dire très clairement améliorer notre compétitivité. C'est l'objectif numéro 1, en particulier pour nos clients. Pour nos clients, ça veut dire que tous les jours, ils sont capables de recevoir du ciment et du ciment de bonne qualité. Pour la bonne profitabilité et la longue vie de notre société, on doit améliorer notre prix de revient. On est aujourd'hui à un prix de revient trop élevé par rapport à un benchmark. Et des paroles aux actes, dans la quête de l'innovation, la marque de ciment Multis, lancée dans le Nord, est présentée au public. Une marque en pleine expansion qui atteindra dès le mois d'octobre la ville de Douala et ses environs. Et à Simencam, la nouveauté s'accompagne d'autres projets. On a 2 projets en cours. On a un projet en construction près de Yaoundé, Nomayos, où on construit une nouvelle station de broyage. Le deuxième projet important qui n'est encore pas approuvé, c'est d'avoir une nouvelle ligne de production dans le nord, près de Figuier. La Simencam, entreprise citoyenne, a tenu par ailleurs à apporter son soutien aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. 45 millions de francs CFA ont été collectés pour le plan d'assistance. Nous avons été sensibles à l'appel lancé par son Excellence, le chef de l'État, à travers ce fonds humanitaire d'urgence. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour Simencam, qui compte toutefois rester dans le registre de la compétitivité et de la performance.
Vive les vacances et les tournois de football qui battent son plein à travers le Cameroun. Dans la région du Sud, ce sont près de 800 jeunes du secteur Eboman qui sont rassemblés depuis samedi à Nloupessa. C'est un village de l'arrondissement de Ebolova 2e et ce pour la 42e édition de la Coupe Fraternité et Amitié. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de l'élite de cette localité. Le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'Enseignement supérieur, Jean Abaté-Edji, le gouverneur de la région du Nord et puis l'évêque du diocèse d'Ebolova, tous rassemblés. Anissa Siester et Siane depuis Ebolova. Cette cérémonie d'ouverture de la 42e édition de la Coupe de la Fraternité et de l'Amitié s'est déclinée en 3 tableaux. D'abord, la messe dite par Monseigneur Philippe Alain Mbaga, messe au cours de laquelle l'évêque du diocèse d'Ebolova appelle les fils et filles du secteur Ibomam à suivre l'exemple de Zaché dans la recherche de Dieu en toutes circonstances. Un message soutenu dans le 2e tableau réservé au discours des organisateurs. Au nom de l'élite, le professeur Jacques Famdongo invite les jeunes présents à ce rendez-vous annuel à une prise de conscience collective. Il faudrait que la jeunesse sache qu'elle ne doit pas tout attendre des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans. Non, elle-même doit aussi mettre la main à la pâte. Il y a aussi un message de vigilance, que personne ne vienne s'immiscer ici, dans notre contrée, pour venir déstabiliser le Cameroun. Il faut donc qu'il y ait des comités de vigilance autour des chefs de village. Le dernier tableau consacré au divertissement sera quant à lui marqué par le match d'ouverture sur l'aire de jeu éclair d'Nkondongo contre tout-puissant Armatan du village Haute. Une rencontre très enlevée qui s'est soldée par un score de 2-1 en faveur des visiteurs, donnant ainsi le ton d'une compétition de 29 équipes réparties en 7 poules, dont la finale se jouera le 12 août prochain. Et c'est la fin de cette édition du 20h30. Pour l'essentiel, on retient cette ambition réaliste, celle de l'émancipation progressive de la femme africaine, saluée en ce 31 juillet, 56e journée consacrée à ces reines du continent. La cérémonie était présidée à Yaoundé par Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ambition légitime pour la paix et la sécurité dans la région du Sud-Ouest. Les populations marchaient ce mardi à Boya en pleine annonce de la libération de 8 chefs traditionnels qui étaient otages. Ambition en cours de réalisation, la densification du réseau routier national est en marche, des axes bitumés, des autoroutes modernes. Le 2e pont sur le Vouri, c'était le regard sur le Cameroun. 2e mouvement ce soir et 3e à suivre certainement demain. La fin du 20h30 préparée avec la collaboration de Alvin Gisèle Zé. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba Metoukson. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions de CRTV News en information sur notre site www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30.